Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse linéaire en 10 minutes du chapitre 19 de Candide, le nègre de Suriname, dans le cadre du parcours associé Rire et savoir. Une lecture d'images viendra ensuite en prolongement, ainsi qu'un texte complémentaire. Voltaire est un écrivain et philosophe influent des Lumières, connu pour ses combats politiques. Cet extrait est tiré d'un de ses contes philosophiques, Candide ou l'optimisme, publié anonymement à Genève en 1759. On l'apparente aussi au roman d'apprentissage, dans la mesure où l'on y suit les aventures d'un jeune héros qui découvre l'existence du mal sur Terre. Ainsi, Candide remet en question l'éducation qu'il a reçue de son précepteur Pangloss, qui lui avait appris que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, référence à la théorie de Leibniz en 1710. Après de multiples péripéties, et la découverte de la société idéale de l'Eldorado dans le chapitre précédent, Candide et son compagnon Cacambo arrivent au Suriname pour être de nouveau confrontés aux malheurs du monde. Dans ce passage, ils rencontrent un esclave affreusement mutilé, moment choisi pour dresser une violente satire de l'esclavage. Le projet de lecture consistera à montrer comment derrière la légèreté d'un récit dynamique, l'ironie voltairienne permet de mettre au jour l'absurdité du commerce triangulaire et de la traite négrière. Procédons à la lecture du texte. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Hé, mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, monsieur Vendeur d'Endure, le fameux négociant, » répondit le nègre. « Est-ce monsieur Vendeur d'Endure, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus Patagon sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours. Ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. »« Oh, Pangloss !» s'écria Candide. « Tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait. Il faudra qu'à la fin, je renonce à ton optimisme. »« Qu'est-ce qu'optimisme ?» disait Cacambo. « Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et en pleurant, il entra dans Suriname. La progression est la suivante. Après avoir mis en place les éléments de la rencontre dans un récit cadre et les premiers échanges au sein d'un dialogue, Voltaire fait parler l'esclave qui livre son histoire personnelle, dans un long récit pathétique, empreint d'une ironie cinglante. Enfin, Candide tire la triste leçon de cette expérience qui marque un vrai tournant dans son parcours initiatique. L'extrait s'ouvre sur un récit cadre à teneur argumentative. Revenus à la civilisation du monde réel, une ville, Candide et Cacambo sont en mouvement, comme le suggère le participe présent en approchant et l'emploi du passé simple, ils rencontrèrent. Découverte surprenante, celle d'un nègre, d'un pauvre homme, devenu infirme. Par effet de contraste, lui-même est présenté dans une parfaite immobilité, étendu par terre, et décrit à l'imparfait comme un être surnaturel. Quel paradoxe, alors que les 2 personnages ont réintégré le monde réel. C'est la réalité, c'est la vraie vie, qui apparaît comme un songe. Car cet esclave est atrocement mutilé, et de telle façon qu'il est difficile de l'imaginer. Comment peut-on porter la moitié d'un pantalon ? La symétrie inversée de ces amputations de la jambe et de la main renforce également l'idée qu'il n'est qu'un demi-homme. La tournure restrictive, ne plus que la moitié, renforce ce tableau cubiste, faisant de cet humain une moitié déstructurée, mutilé de part et d'autre et symboliquement amputé de sa dignité d'homme. La privation apparaît aussi à travers le verbe manquer. Par moitié, le nègre se retrouve privé de tout. Rien n'est entièrement complet chez lui. Ni les vêtements, ni le corps, ni l'esprit réduit à l'asservissement et à l'humiliation. La réaction de Candide est parfaitement spontanée et humaine. Il s'exclame et aborde ce pauvre homme qu'il appelle mon ami.
ce qui permet d'entrer dans un dialogue qui rangera le lecteur du côté des personnages, non seulement de Candide, mais aussi de l'esclave. De par la compassion qu'il suscite, l'esclave apparaît très sympathique au lecteur, d'autant qu'il fait preuve d'esprit dès le début du dialogue. Cette mise en scène dialoguée permet au narrateur de s'effacer, de caractériser le personnage indirectement et de laisser l'illusion au lecteur d'être juge et témoin du discours rapporté directement. Nous sommes surpris de découvrir que cet esclave parle hollandais. Il répond en effet à Candide. Il a donc de l'éducation, là où son maître n'est caractérisé que par les tortures qu'il lui a infligées. Le nom du négociant n'est pas choisi au hasard. Au-delà de sa consonance hollandaise, ce nom évoque par paronymie que ce vendeur a la dent dure, mais fait référence aussi, au passage, à un ennemi de Voltaire, Van Duren. Enfin, l'adjectif fameux n'est pas à interpréter de manière méliorative. Ironiquement, il faut comprendre que le négociant n'est sans doute pas célèbre parce qu'il est brillant dans sa profession, mais plutôt pour les traitements horribles qu'il fait subir à ses esclaves. L'esclave explique ensuite à Candide quelles circonstances l'ont mené à cet état. Son discours est d'apparence simple et neutre pour mieux souligner l'horreur du Code noir, texte de loi établi par Colbert sous Louis XIV et réglementant la vie des esclaves. Aux conditions de vie misérables des esclaves s'ajoutent des châtiments disproportionnés. Voltaire évoque des réalités pour ainsi dire banalisées à son époque. L'expression « c'est l'usage » en témoigne. Le parallélisme de construction, quand nous travaillons, on nous coupe la main, quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe, met aussi en relief l'application rigide et sans état d'âme de ces lois inhumaines. Le lecteur ne peut que s'en indigner, d'autant que le nègre l'accepte avec stoïcisme. Aucun lien logique ne vient révéler l'argumentation. Ce sont des subordonnés conjonctifs de temps et des verbes au présent d'habitude qui traduisent l'aspect systématique de l'application du Code noir. La phrase suivante, « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe », souligne le contraste entre la barbarie des pratiques et le luxe et le plaisir des sucreries que s'offre le consommateur européen. On retrouve cet argument dans l'esprit des lois de Montesquieu sous une forme tout aussi ironique. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. La suite du discours développe une argumentation plus structurée, avec les connecteurs cependant, l'interjection hélas et la conjonction de coordination or. Par la voix du personnage, Voltaire retrace l'histoire scandaleuse du commerce triangulaire et partage son indignation face au comportement odieux de ses contemporains. Le nègre, donc, raconte son histoire personnelle, qui est celle de tous les esclaves enlevés en Afrique. Erreur des parents d'abord, cupides et ignorants. Comme on le sait, les Européens achetaient la main-d'œuvre contre de la verroterie et autres bibelots. Ici 10 ridicules écus patagons. Les Africains pensaient alors s'enrichir sans savoir que la monnaie d'échange n'avait aucune valeur. Néanmoins, Voltaire met en relief l'absence de valeur accordée à l'enfant, qui pouvait être objet de troc, quel qu'en soit le prix. Les colonisateurs ont ainsi exploité cette faille, ainsi que la crédulité des familles, à moindre frais. Le champ lexical de la religion est aussi très présent, béni, fétiche, adore, traduisant le rapport de soumission instauré par l'autorité présumée de Dieu. Les colonisateurs, s'étant fait passer pour des divinités, ont non seulement trompé et exploité leur prochain, mais ont commis une faute grave au regard de Dieu, usurpant son identité. Conséquence, on se doute que la fortune, à interpréter dans les deux sens du terme, ne fut accordée ni aux parents, ni à cet esclave. L'exclamation pathétique du personnage permet aussi de rappeler que son amputation fut d'abord affective, culturelle et donc identitaire. Obéissant, le fils a suivi les recommandations de la mère, malgré son exil et la séparation définitive. Pathétique est aussi la comparaison avec les animaux, qui souligne la déshumanisation des esclaves, moins bien traités que les chiens, les singes, les perroquets. Les animaux énumérés ne sont pas choisis au hasard. Le chien est reconnu par l'homme pour sa fidélité, le singe pour son intelligence, le perroquet pour son obéissance. À travers cette hyperbole, Voltaire augmente la violence de son réquisitoire. L'esclave est moins bien traité que les animaux. Enfin, la religion, cible privilégiée de l'auteur, tient une place importante dans ce scandale, en ce qu'elle participe à ces horreurs et justifie la colonisation en dévoyant les valeurs qu'elle prône par ailleurs dans ses discours. Où sont la fraternité, l'amour du prochain, tant revendiqués dans ses discours? Obéissant, l'esclave s'est entièrement soumis à une culture, renonçant à la sienne, et même de manière naïve, il montre dans son apprentissage plus de bon sens et de saine disposition que n'en montra aucun esclavagiste. L'hypocrisie de l'Église est clairement dénoncée dans le syllogisme « La religion prétend que nous sommes tous fils d'Adam. Les noirs et les blancs sont donc tous cousins germains.
En conséquence, ils devraient être sur un pied d'égalité et entretenir une relation fraternelle. L'esclave fait preuve de clairvoyance et d'éloquence, en définitive, pour conclure sur l'atrocité de sa condition, qui dépasse l'entendement. À présent, Candide peut tirer la leçon de cette rencontre importante. Il qualifie lui-même l'esclavage d'abomination. L'expression, c'en est fait, et l'emploi du futur dans le verbe d'obligation « il faudra » traduit la rupture définitive de Candide avec ses croyances d'enfant, enseignées par Pangloss. Il reconnaît l'existence du mal sur Terre, et c'est l'homme qui en est responsable, qui est malade, comme l'atteste le mot « rage ». Cacambo, par sa naïveté, son ignorance, met en relief la maturation de Candide, qui sort de la condition où il se trouvait auparavant. La prise de conscience est ici douloureuse, comme l'atteste la répétition des larmes versées. En conclusion, le récit plaisant mené dans ce chapitre a plusieurs fonctions. D'abord narrative, il permet de faire évoluer le personnage de manière significative dans son parcours initiatique. Il renonce enfin à l'éducation reçue par Pangloss. Ensuite argumentative, il porte une dénonciation virulente de l'esclavage, parfaite abomination à laquelle les hommes sont arrivés. Nombre de textes ont porté la critique des pratiques des colonisateurs. Des récits de voyage, les essais de Montaigne, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, ou encore l'Ingénu, autre conte philosophique de Voltaire. En prolongement, je vous propose cette lithographie de Charles Jacquier à l'impact visuel fort. L'image évoque de manière assez réaliste et sans embâge la cruauté gratuite des esclavagistes. On y voit un homme blanc, richement vêtu, propriétaire de l'exploitation agricole, prêt à frapper sauvagement son esclave noir, quasi nu. Les visages sont très expressifs. La terreur de l'esclave est manifeste, visage crispé, yeux exorbités, jambes fléchies, il est prêt à s'effondrer. Il fait le dos rond, symbole de soumission, et tout son corps est figé dans une crispation qui anticipe la douleur que provoqueront les coups à venir. On constate bien qu'il n'a aucune échappatoire. Le mur d'un côté, les coups de bâton auxquels il ne pourra se dérober. D'ailleurs, ses bras ne sont pas repliés du côté du maître. Toute tentative de défense semble inutile. Le maître affiche une colère et une cruauté sans pareille. La violence du mouvement est soulignée par sa ceinture en tissu, flottant dans les airs. Sa posture est bien plus dynamique. L'élan qu'il prend, marqué par la posture de ses jambes et la tension de tout son corps arc-bouté, laisse entendre qu'il prend plaisir à mettre toute sa force pour faire souffrir l'esclave. Un certain cynisme transparaît aussi dans l'expression de son visage. Le titre est le suivant, un planteur entêté. Pourquoi ? Lisons la légende. Ces philanthropes européens ont beau dire, ce n'est qu'avec l'aide de la canne qu'on peut faire du sucre. Le jeu sur la polysémie du nom canne est assez simple à comprendre, l'ironie est claire et dénonce bien les esclavagistes. La virulence de la satire fait écho avec le texte de l'esclavage des nègres de Montesquieu, qui révèle l'absurdité totale du raisonnement des esclavagistes. Ainsi, le planteur entêté, qui s'acharne à frapper comme s'il ignorait ce qu'est la canne à sucre et ce qu'on produit dans sa propre exploitation, semble ainsi penser que son bâton, employé comme une arme, pourrait faire apparaître du sucre comme par magie, comble de l'idiotie. Je vous invite à lire aussi le texte de Montesquieu, que je vous propose à côté, un texte savoureusement brillant, et vous retrouve bientôt pour une autre lecture linéaire.